Bonjour, c'est François Quérel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre dans un instant, notre invitée, ce sera Cécile Lejeune, la CEO de Kantar France. Elle nous dévoilera notamment le classement Brandsy France 2026. Ce sont les marques les plus puissantes et finalement, à quoi sert ce classement si attendu ? Avant de démarrer, ce podcast vous est présenté cette semaine avec Locala. Alors Locala, c'est la plateforme média omnicanal, experte en géolocalisation. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur asklocala.com. Et à la fin de cet épisode, Locala vous présentera le chiffre média de la semaine, donc restez bien avec nous. Meta s'apprête à ravir à Google la couronne de roi de la publicité en ligne. C'est le Figaro qui nous parle de ce coup de tonnerre dans le milieu des ad tech américaines. Grâce à la force de frappe de ses réseaux sociaux et de ses solutions publicitaires, le groupe de Mark Zuckerberg, avec ses 3,5 milliards d'utilisateurs, pourrait s'imposer d'ici la fin de l'année comme le numéro 1 mondial. Selon les prévisions du cabinet marketeur, le numéro 1 mondial des réseaux sociaux devrait générer cette année 243,5 milliards de dollars de recettes publicitaires nettes contre 239,5 milliards pour son rival. Le groupe connaît une croissance sans précédent pour une entreprise de cette taille, avec une progression de ses revenus qui devrait passer sur un an de 22% à plus 24%, quand celle de Google devrait rester stable aux alentours de 12%. Et l'écart devrait même se creuser en 2027. Meta pourrait alors atteindre 285 milliards de dollars de recettes publicitaires nettes quand Google frôlerait les 268 milliards. Et le caillou dans la chaussure, c'est l'Europe. Alors que les parlementaires français ont voté la proposition de loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, la Commission européenne passe à l'action pour protéger les mineurs en ligne. Une application de vérification d'âge simple et respectueuse de la vie privée sera bientôt disponible. Bruxelles espère ainsi imposer un standard européen face aux géants du numérique. Cette application qui sera téléchargeable sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store permettra à un utilisateur de prouver son âge auprès d'une plateforme comme Instagram, TikTok ou les autres sans révéler d'autres données personnelles. C'est ce que détaillent Les Échos cette semaine. Le magazine Challenge dans la tourmente, racheté par LVMH. D'abord les départs qui se multiplient, notamment l'historique directeur de la rédaction Pierre-Henri de Menton. Le groupe de presse a perdu autour de 9 millions d'euros l'année dernière et le nouvel actionnaire cherche donc à faire des économies. C'est ce que nous explique l'Informé. Il n'est donc pas certain que tous les postes de journalistes sur le départ soient remplacés. Et pour ne rien arranger, les équipes vont devoir déménager, mais également, à partir de 2027 ou 2028, se retrouver aux côtés des autres médias du groupe LVMH, les Échos Parisiens. Un déménagement qui devrait avoir lieu donc du côté de Puteaux, dans le quartier de la Défense. Et puis à la Tribune, la grève va se poursuivre contre le plan de sauvegarde de l'emploi qui touche la rédaction. Ils protestent contre le rapprochement avec la rédaction de BFM Business, impliquant plusieurs suppressions de postes au sein du groupe CMA Média. Et puis TF1 met le paquet sur les PME. Le groupe lance sa plateforme self-service TF1 Ad Manager pour permettre à ces petites entreprises de construire une campagne dès 1 000 € avec un assistant IA pour concevoir leur spot vidéo, mais également un paiement immédiat par carte bancaire. Un article à lire dans The Media Leader. Quelles sont les 50 marques françaises les plus puissantes ? Kantar a révélé cette semaine Kantar Brandsy 2026 lors d'une soirée au Grand Rex. Et pour la première fois, Hermès prend la tête du classement et détrône Louis Vuitton. Cécile Lejeune, CEO de Kantar France, nous détaille ce cru 2026. Alors en fait, c'est un calcul qui est effectivement très spécifique puisqu'on calcule à la fois la valeur financière de la marque qu'on fait avec un partenaire financier et de l'autre côté, la contribution de la perception qu'ont les gens dans le monde entier de la marque elle-même. Et on croise les deux, ce qui nous permet de calculer la valeur financière d'une marque, à la fois valeur réelle et valeur perçue. Gros changement puisque le numéro 1 a changé. Je te laisse peut-être me le dévoiler. Alors oui, le numéro 1 est pour la première fois Hermès.
qui passe donc devant Louis Vuitton. Donc le trio de tête ne change pas, hein. C'est toujours donc Hermès, Louis Vuitton et Chanel. Mais pour la première fois, effectivement, c'est Hermès qui est numéro 1. Dans le top 5, la seule marque qui n'est pas du luxe, c'est Orange. Comment tu l'expliques ? D'abord parce que, et on l'a vu d'ailleurs sur scène ce soir, Orange fait partie des marques qui ont un territoire émotionnel très fort, qui arrivent à créer à la fois cette proximité liée à l'émotion, mais aussi cette confiance très forte. Par ailleurs, effectivement, ils ont aussi énormément développé leur présence dans les pays où ils sont. Ils vont plutôt bien financièrement, comme on l'a vu puisqu'ils l'ont annoncé. Donc tout ça fait qu'ils sont effectivement dans le top 5 du top 50. Il y a des nouveaux entrants, c'est lesquels et pourquoi ? Alors effectivement, il y a 4 nouveaux entrants. Donc d'abord, il y a 2 marques que je mets dans l'innovation et la tech. Donc d'abord, il y a Mistral AI qui rentre effectivement pour la première fois dans le classement. Et on peut s'en féliciter, avoir une marque de la tech dans le top 50 France. C'est vraiment extraordinaire pour nous, puisque je rappelle que le luxe représente toujours 60% de la valeur de notre classement. Donc je trouve que c'est vraiment bien d'avoir des nouveaux entrants qui diversifient ça. La deuxième marque que je mets dans l'innovation, là, c'est Salomon. Parce que Salomon, c'est vraiment une marque liée à l'innovation. Ils ont ça chevillé au corps et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils rentrent dans le classement. Et donc, il y a 2 marques bancaires qui rentrent effectivement dans le classement cette année. Il y a Groupama et Crédit Mutuel qui sont effectivement des marques bancaires très dynamiques. Et d'ailleurs, pour info, la plus grosse progression du classement cette année, c'est une banque, c'est la Société Générale qui a fait plus 98% de croissance. Et les marques bancaires sont très présentes dans le classement et ont fait une des plus fortes croissances. Ça montre quoi ? Ça montre que l'élément confiance est un élément clé aujourd'hui pour avoir une marque forte. Je remarque qu'il y a certaines marques qui sont absentes. Ce soir d'ailleurs, vous aviez mis à l'honneur Intermarché qui a fait l'événement cette année avec son film publicitaire autour du mal-aimé. C'est une marque qui n'est pas dans ce classement. Pourquoi ? Alors, effectivement, Intermarché n'est pas dans le top 50, il est dans le classement un peu plus bas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une marque qui est que en France et que je rappelle que c'est le classement des marques françaises les plus puissantes au monde. Et qu'évidemment, plus on est dans des pays, plus notre valeur financière va être élevée. Or, Intermarché n'est que en France. Et donc, c'est ce qui fait qu'ils ne sont pas dans le classement. En revanche, il y a Carrefour qui est dans le classement, par exemple, parce que Carrefour a une présence beaucoup plus large que la France, comme d'ailleurs Auchan aussi. La même question sur les marques médias. Vous avez célébré ce soir la marque Le Figaro, qui est d'ailleurs iconique, qui a eu 200 ans. Et d'ailleurs, vous avez montré la présence du Figaro au fil des années, notamment dans le cinéma et la publicité. C'est des marques qui sont pas... Est-ce que ça peut pas décevoir aussi, même si on a compris la méthodologie ? Alors, c'est pareil. La marque Figaro, c'est une marque qui est certes beaucoup plus qu'une marque de presse aujourd'hui. C'est vraiment une marque média de contenu, mais c'est une marque qui est que en France. Là, effectivement, dans notre classement, à nouveau, en tout cas dans le top 50, on a les marques françaises les plus puissantes au monde. Donc, comme les marques médias françaises sont souvent des marques uniquement présentes en France, obligatoirement, elles ne peuvent pas se retrouver dans le top 50. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des marques fortes sur la France. Au-delà de l'ego, est-ce que c'est toujours agréable pour les marketeurs de se dire ma marque, elle a performé cette année, etc. Qu'est-ce que ça apporte, ce genre de classement, et comment vous l'utilisez aussi pour vous dans votre business chez Kantar ? Alors, effectivement, c'est un classement qui est même très utilisé par les marques elles-mêmes, et elles l'utilisent en fait souvent pour aller voir leur COMEX ou leur CODIR et toute la direction de leur groupe pour démontrer qu'une marque, ça crée de la valeur. En fait, on a toujours un peu ce discours de « Ah, mais on crée des marques pour se faire plaisir ». Non, on ne fait pas des beaux films de marques pour se faire plaisir, on ne crée pas des marques pour se faire plaisir, on crée des marques parce que c'est ce qui génère de la croissance et du business. Et d'ailleurs, tu as vu au début du show, j'ai partagé le point de vue d'un expert de l'IA et du marketing de la Silicon Valley qui nous dit qu'avec l'arrivée des agents et de l'univers des agents IA, en fait, avoir une marque forte va être encore plus la clé. Puisque il donne un exemple qui est tout bête, mais si je dis à ChatGPT achète-moi une paire de chaussures, il va choisir la marque. Si je dis à ChatGPT achète-moi une paire de Nike, c'est moi qui ai choisi la marque. Et du coup, c'est plus ChatGPT qui va me proposer ce qu'il veut. Donc rien que ça démontre que aujourd'hui, encore plus qu'hier, la clé d'avoir une marque forte, c'est de générer du business.
Et avant de se quitter, je vous donne le chiffre de la semaine avec notre partenaire Locala. 37% des investissements publicitaires sont jugés inefficaces en raison d'un ciblage imprécis ou de données non qualifiées, selon une étude de Forrester. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On fait une pause de 15 jours pour les vacances scolaires. On se retrouve donc juste après pour un nouvel épisode de 100% Media Week. Et d'ici là, retrouvez-nous chaque jour dans la newsletter de The Media Leader.